Parfait. Alors, salut Martin. Salut Victor. Salut, salut. Bon, on va commencer le webinaire. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Victor Benici. Je suis administrateur et cofondateur de Transition Alimentaire Québec. Bienvenue à ce webinaire au cours duquel on va avoir droit à un présentateur qui est également administrateur de Transition Alimentaire Québec. Je parle bien sûr de Martin Quirion. Il va nous présenter son livre Végé curieux, 12 bouchées scientifiques pour prendre goût à l'alimentation végétale. Je pense que comme vous, j'ai très hâte à sa présentation. Parfait. Avant de commencer, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de Transition Alimentaire Québec. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, Transition Alimentaire Québec, c'est un organisme créé en 2023. C'est donné pour mission d'accélérer la transition juste et équitable vers un système agroalimentaire durable au Québec, avec comme objectif prioritaire de remplacer la moitié des produits animaux consommés par des aliments végétaux d'ici 2030, tout en appuyant les initiatives visant à réduire le gaspillage alimentaire et adopter des pratiques agricoles plus respectueuses des écosystèmes. L'action de Transition alimentaire Québec se fonde sur le consensus scientifique en environnement et en santé, en particulier le rapport de la Commission scientifique internationale Eat Lancet et aussi sur le guide alimentaire canadien, qui nous incite tous les deux à choisir des protéines végétales plus souvent. On espère, avec Transition alimentaire Québec, mettre de l'avant dans l'espace public la nécessité de ce virage dans une perspective non culpabilisante, une perspective où chaque petit geste est encouragé et salué. Le mouvement québécois pour une alimentation plus végétale est actuellement assez fragmenté, avec quelques initiatives et rapports favorables ici et là par des groupes environnementaux, des instituts de recherche, des regroupements de professionnels en santé, mais le dialogue entre ces différentes initiatives est assez limité. Ainsi, l'une des premières actions de Transition alimentaire Québec a été de préparer une lettre ouverte collective sur la nécessité d'un coup de pouce politique pour des assiettes plus vertes, qui a été publiée dans le Devoir le 18 novembre dernier. On a ensuite organisé deux webinaires dont certains présents aujourd'hui ont participé. Les webinaires touchaient une multitude de thèmes, dont l'exploration du concept de l'affichage environnemental, les mythes et croyances sur l'alimentation végétale, la dimension éthique de ce qui se retrouve dans notre assiette, ainsi que les mythes entourant la réduction de la consommation de viande rouge au Québec. Si ces sujets vous interpellent, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et à consulter notre site web transitionalimentaire.org pour rester au courant de nos prochaines initiatives. Sans plus tarder, on va maintenant passer à la présentation. Martin, je te donne la parole. Je vais partager mon écran. Merci beaucoup pour cette introduction, Victor. Très content Yes. d'être ici pour vous présenter un résumé de mon livre Végé curieux. On a tous très hâte de t'entendre. Laisse-moi savoir si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. On voit. Parfait. Tu peux y aller. Ouais, ben, on peut tout de suite passer à la diapositive suivante. Je vais parler un petit peu à propos de moi. Je m'appelle Martin Quirion, donc j'ai étudié en traduction à l'Université de Montréal. Ça fait 10 ans que j'habite en Allemagne. Puis pour moi, tout ça a commencé lorsque ma copine est devenue végétarienne à l'époque, puis j'ai été exposé aux conversations un peu houleuses à table avec les arguments un peu typiques qui circulent, puis moi qui essayais de me faire ma propre idée de tout ça. J'ai commencé à colliger des études par-ci par-là, puis il y a 4 thèmes qui sont ressortis, c'est-à-dire l'évolution, la nutrition, l'environnement et l'éthique. Et ouais, je me suis donné comme défi de présenter tout ça dans un format digeste. Comme on peut voir à la diapositive suivante, ça ratisse très large les thèmes dont on va parler aujourd'hui. On ne va pas s'approfondir tant que ça, on va rester un petit peu plus en surface pour donner une vue d'ensemble ancrée dans les connaissances scientifiques les plus actuelles. Dans le livre, il y a plus de 700 références bibliographiques, donc je ne les ai pas tous mises aujourd'hui. J'en ai mis quelques-unes, puis les gens qui aimeraient en savoir plus pourront me contacter au besoin pour obtenir les sources s'il y a quelque chose qui évoque votre scepticisme ou votre curiosité. Chapitre 1. Omnivore, mais encore.
Donc, je trouve que c'est un bon point de départ pour la présentation, parler d'omnivorisme. La plupart des gens ont cette idée qu'un omnivore mange viande et végétaux à part égale, alors qu'au contraire, l'omnivorisme, c'est un petit peu une catégorie fourre-tout qui inclut à la fois des quasi-herbivores et des quasi-carnivores et tout ce qui se trouve entre les deux, comme on peut le voir un peu dans les graphiques ici. La question qui se pose, c'est où se trouvent les humains? Nos cousins, les grands singes, nous offrent un bon point de départ pour analyser la chose. Le chimpanzé, le bonobo, mangent surtout des fruits. Il y a seulement 3% de leur régime qui n'est pas végétal. Et leurs besoins nutritifs, leur transit intestinal, leur anatomie digestive ressemblent encore beaucoup aux humains. Donc, c'est une indication qu'on penche plus du côté de l'herbivorisme. C'est intéressant aussi de constater que le fait d'être omnivore ou herbivore ou carnivore, c'est pas un trait fixe comme avoir le sang froid ou le sang chaud. Un animal peut passer d'une catégorie à l'autre au fil de l'évolution. L'exemple le plus extrême, c'est le panda géant, qui a un système digestif de carnivore, mais qui, à un certain point dans l'évolution, s'est tourné vers un régime complètement de bambou et donc se comporte en parfait herbivore. Donc, dans le cas des humains, c'est très clair qu'on a des antécédents herbivores et qu'au fil de notre évolution, on a acquis une capacité à diversifier notre alimentation pour mieux survivre. Puis c'est ça la leçon de l'omnivorisme au final. Ça ne témoigne pas d'une nécessité de manger un aliment précis, c'est une capacité, c'est une souplesse alimentaire qui augmente les chances de survie. Chapitre 2. L'évolution vers un menu varié. Donc, j'ai trouvé intéressant de faire des recherches sur comment on en est venu à consommer de la viande. Donc, nos ancêtres ont commencé d'abord en tant que charognards, en se nourrissant de moelle osseuse et de cerveau et de restes de carcasses laissés derrière. Puis, ils ont pris goût et ont commencé à activement chasser. Et c'est important de reconnaître le rôle évolutionnaire de la viande quand même. C'est un aliment à haute densité nutritionnelle qui a notamment contribué à l'encéphalisation, c'est-à-dire l'élargissement du cerveau au fil de l'évolution. Ça a donné lieu à des nouvelles stratégies de coopération pour la chasse, à la création de meilleurs outils également. C'est également important, par contre, de reconnaître le rôle des plantes à titre de filet de sécurité. Comme l'évoque la paléobiologiste Amanda Henry dans la citation ici, il y a une histoire qui se répète comme quoi la viande a fait de nous des humains, mais la réalité, c'est que nos ancêtres vivaient surtout de végétaux. Puis ça se confirme par les études contemporaines sur les tribus chasseurs-cueilleurs qui existent encore. C'est souvent la cueillette qui finit par fournir une partie substantielle des calories. Des chercheurs qui ont, des chercheurs qui ont observé la tribu Hadza en Tanzanie ont constaté que les chasseurs revenaient les mains vides 97% du temps. Donc, c'est quelque chose qui est très prisé, mais vraiment pas ce qu'il y a de plus efficace. Tout ça pour dire que c'est trop simpliste de mettre la viande sur un piédestal. Le casse-tête évolutionnaire est quelque chose de très complexe avec beaucoup d'autres facteurs qui ont compté beaucoup. Notre transition vers l'apipédie, la découverte du feu qui a permis la cuisson. Il y a eu des variations climatiques aussi qui ont fait en sorte qu'on s'est tourné vers l'omnivorisme également. Donc, donc c'est ça. C'est un portrait très complexe. Il faut garder en tête que la viande n'est juste une petite pièce de ce casse-tête. Chapitre 3. Homo sapiens à l'ère dénaturée. Je trouve ça intéressant de parler du concept de naturalité parce que c'est un argument qui revient souvent, le fait que ce soit naturel pour les humains de consommer de la viande. Puis c'est ironique, mais pour peu qu'on y réfléchisse, l'évolution, on pourrait définir ça comme la capacité à constamment redéfinir ce qui est naturel, justement. Parce que ce qui est important, c'est la survie. Donc, le lait de vache, c'est un très bon exemple. C'était pas naturel pour nous de le faire il y a quelques milliers d'années, mais on a commencé à le faire sous forme fermentée d'abord parce qu'on pouvait pas digérer le lactose. Et puis là, on a développé une résistance qui s'est transmise d'une génération à l'autre. Puis même si 2 tiers de la population mondiale reste encore intolérant, l'autre tiers peut en consommer. Puis ça ne change pas le fait que c'était opportuniste pour nous de le faire lorsqu'on a commencé à le faire. Aujourd'hui, on a des défis différents par contre.
c'est pas important qu'est-ce qui est naturel ou pas. Ce qui est important, c'est quels sont les défis auxquels on est confronté. On n'est plus dans une lutte de survie en nature individuellement. En tout cas, dans les pays industrialisés, on a le luxe d'aspirer un petit peu plus, c'est-à-dire une longue vie en bonne santé, parce qu'on ne veut pas juste ajouter des années à notre vie, mais aussi de la vie à nos années. Et puis, ben, collectivement, on a des gros défis comme les changements climatiques, donc il faut trouver des solutions à ces gros enjeux-là. La vraie question est donc, est-ce que les régimes végétaux peuvent faire partie ou devraient faire partie de la solution? Être omnivore, notre passé évolutionnaire, le concept de naturalité, ça ne nous offre pas des réponses toutes faites qu'on peut transposer à un monde contemporain complètement autre. Le passé nous permet de contextualiser le présent, mais la vraie question, c'est est-ce que manger des produits animaux, c'est une nécessité biologique? Puis c'est pas la science de l'évolution qui peut nous dire ça, mais la science de la nutrition. Et c'est ce qui va faire et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie. Mais pour résumer la première ici, l'omnivorisme, donc c'est une stratégie de diversité alimentaire, donc c'est la capacité et pas forcément la nécessité de manger chair et végétaux. Ensuite, la viande et la chasse sont une petite pièce d'un gros casse-tête qu'est l'évolution humaine. C'est important de ne pas mettre ça sur un piédestal. Et enfin, au 21e siècle, les règles du jeu évolutionnaire ont changé, puis il faut qu'on s'y ajuste. Chapitre 4. Nutrition, science ingrate. Donc, la science de la nutrition est assez jeune, en fait. C'est entre 1926 et 1939 qu'on a découvert les vitamines, a commencé à découvrir les vitamines, et c'était quelque chose de très révolutionnaire parce que ça nous a permis de guérir des maladies jusque-là incurables, comme le scorbut, un manque de vitamine C, ou le pélagre, un manque de vitamine B. Donc, c'était incroyable, là, mais c'était un processus aussi très simple. On a un manque et on comble le manque en synthétisant la vitamine et le taux est joué. C'est un processus très direct et ça a donné le ton au domaine de la nutrition qui a adopté une mentalité un peu réductrice où on focalise sur des molécules vedettes en quelque sorte, ce qui peut être très utile à bien des égards. Mais lorsqu'on se pose la question, quelles tendances alimentaires vont donner lieu à une bonne santé à long terme, c'est une question beaucoup plus complexe. Parce que la biologie, c'est très complexe. Et donc, ce qu'on mange, ben, on est des personnes, on est tous différents, génétiquement parlant notamment. Puis ce qu'on mange, les concentrations en nutriments varient d'un aliment à l'autre. Ça peut être en fonction du sol ou du moment de l'année que c'est cueilli. Et on mange ces aliments-là en combinaison particulière, sous des formes variées. Manger du beurre d'arachide versus des arachides entières, c'est différent. On les mange à différents moments de la journée. Ça va être métabolisé différemment le matin ou le soir. Et on veut savoir tout ça, ces tendances-là, ces habitudes-là au cours de plusieurs dizaines d'années. Qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne pour la santé? Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça une science ingrate, un peu la nutrition, parce que c'est une mission extrêmement difficile. Et parce que les certitudes sont si rares, ça donne lieu souvent à toutes les controverses dont on entend tant parler. Un bon exemple de controverse, c'est la publication des méta-analyses du groupe Nutrirex en 2019, où essentiellement on a dit aux gens, écoutez, inutile de réduire votre consommation de viande rouge et transformée. C'est pas grave si l'OMS et le Fonds mondial de recherche sur le cancer disent qu'il faut limiter et éviter ces viandes-là, respectivement. Ce qui a été particulièrement intéressant, c'est que les chercheurs en sont arrivés au même résultat plus ou moins que des rapports préalables. C'est l'interprétation des preuves qui a été différente parce qu'on a qualifié de faible la qualité de ces preuves-là. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé une méthodologie axée sur les essais cliniques de médicaments pharmaceutiques. Puis les médicaments pharmaceutiques, c'est un peu comme une carence en vitamines, en ce sens qu'il y a une molécule précise, on veut isoler la substance puis voir c'est quoi les effets. Puis c'est un peu ça la définition d'un essai contrôlé randomisé, ici à droite. On va exactement isoler une composante puis voir ses effets. Et ça permet d'avoir une plus grande certitude d'un lien de causalité lorsqu'on fait ça dans un cadre contrôlé comme ça. C'est pour ça que les essais contrôlés randomisés sont reconnus comme le standard le plus élevé dans le domaine médical et que c'est utilisé par l'industrie pharmaceutique pour tester leurs médicaments. Mais ce n'est pas particulièrement pratique ou informatif pour les questions de mode de vie. Encore une fois, cette question, quel type de tendances alimentaires vont mener au meilleur état de santé plus tard dans la vie? C'est pour ça qu'en nutrition, on va souvent faire des études d'observation
qui permettent d'avoir un grand nombre de participants. On va les suivre pendant des très longues périodes, 20, 30 ans. C'est beaucoup plus abordable aussi. Et on va établir des associations, des corrélations entre l'alimentation et les maladies contractées. Le bémol qu'il faut toujours garder en tête avec les études d'observation, c'est que corrélation n'égale pas causalité. Donc, des facteurs de confusion auraient pu créer des fausses associations. Par exemple, le lien qu'on pourrait faire entre les ventes de crème glacée et les taux de coups de soleil. Mais ça ne change pas le fait que ces études-là sont très importantes et les chercheurs contrôlent pour ces facteurs-là et ça permet de dresser un très bon portrait des tendances alimentaires, encore une fois, qui vont nous mener à bon port. Chapitre 5, plus végétal, moins transformé. Malgré l'incertitude qui règne, il y a quand même un consensus en nutrition par rapport aux deux bases un peu incontestables, c'est-à-dire éviter la malbouffe et prioriser les végétaux. L'écrivain Michael Pollan, dans son livre In Defense of Food, a très bien résumé la chose en quelques mots. Manger de la vraie nourriture, pas trop, surtout des plantes. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas plus parler? Ben, la réalité, c'est que c'est pas très accrocheur, surtout pas comparé aux régimes pseudo-scientifiques qui sont axés sur la perte de poids rapide à court terme. Pour leur part, les industries alimentaires de malbouffe et de viande financent la majorité des études en nutrition, mais n'ont pas d'incitatif à faire la promotion de deux bases qui encouragent à ne pas consommer leurs produits. D'autre part, les subventions agricoles sont en grande partie accordées à la production animale et c'est pour ça qu'il y a des lobbies. Hein? Il n'y a pas de lobby du brocoli parce qu'il y a peu ou pas de subventions qui sont accordées à la culture de fruits et de légumes. Puis enfin, nos professionnels de la santé, nos médecins, reçoivent très peu de formation en nutrition. Dans une formation de 4-5 ans, il y a un bloc à peu près de 20 heures consacré à la nutrition et dans les sondages, les médecins avouent eux-mêmes qu'ils se sentent mal outillés pour en discuter avec leurs patients. Sauf, bien sûr, lorsqu'on parle d'un nutritionniste ou d'un diététiste, là, évidemment, une formation spécialisée a été suivie. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit beaucoup de progrès dans les guides alimentaires dans divers pays. Au Canada, c'est en 2019 qu'on a enfin décidé de mettre de côté les lobbies au moment d'élaborer le nouveau guide. On s'est concentré sur les connaissances scientifiques les plus actuelles et le résultat, ça a été une assiette, comme on voit ici, à 90 végétale. En Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne aussi, on a vu des nouveaux guides alimentaires dans cette même veine. Aux États-Unis, ça va être fin 2025 qu'on va voir le nouveau guide américain. On va voir ce que ça va donner. Mais sans parler d'identité végétarienne, moi, j'aime bien mettre l'accent sur les mets, les repas, les plats végétariens comme faisant forcément partie de la solution si on veut manger pour être en meilleure santé. Chapitre 6, saint végétalien. La question suivante que je me suis posée, c'est là, si on décide de retirer tous les produits animaux, est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour la santé ou est-ce qu'il y a des risques de carence, etc.? C'est normal de se poser la question. L'Academy of Nutrition and Dietetics, qui est la plus grande association de diététistes au monde, publie depuis plusieurs années des positions officielles, la plus récente étant justement en 2025, qui est la même position plus ou moins que la dernière version en 2016, que les régimes végétariens, végétaliens bien planifiés peuvent être non seulement adéquats sur le plan nutritionnel, mais même offrir des avantages à long terme pour la santé. Mais là, vous allez dire, qu'est-ce qu'on entend par bien planifié? Puis c'est vrai, un régime 100% végétal requiert certaines connaissances de base, mais c'est vraiment pas une affaire aussi compliquée que certains voudraient qu'on le croie. C'est des nutriments d'intérêt qu'il faut connaître comme la B12, puis il faut vraiment s'assurer de diversifier. Ça, c'était la leçon de l'omnivorisme. On s'en rappelle de diversifier ce qu'on mange. Donc, une variété de fruits, de légumes, de grains entiers, de légumineuses, de noix va vraiment être ce qu'il y a de mieux pour notre santé. Puis, c'est également important de reconnaître qu'un régime mixte requiert tout autant une planification, surtout si on se fie à la grande incidence de maladies chroniques liées à l'alimentation générale. Les études montrent que les carences existent tout autant chez les mangeurs de viande, même plus parfois que les végétariens. Et les études montrent également que les végétariens ont une alimentation de meilleure qualité comparée aux mangeurs de viande parce qu'ils sont prédisposés à manger les bonnes choses, les meilleures choses pour la santé, comme les fruits et les légumes, etc.
Martin, si je peux me permettre, j'aurais une petite question Oui, d'intervention. Tu parles de carence chez les mangeurs de viande, mais c'est pas très public, mettons. On n'en parle pas souvent, fait que je me demandais quel type de carence on peut trouver chez les mangeurs de viande. mais ça peut être les mêmes, mais souvent, ça va être des carences plutôt liées à des vitamines et des minéraux qu'on retrouve en abondance dans les végétaux. Je veux Ok. pas, je me rappelle pas, il y avait une étude précise où ça a été regardé, une étude en Suisse, entre autres. Je veux pas improviser une réponse parce que je m'en rappelle pas exactement, mais c'est ça. Les études ont été faites sur la chose, puis dans ce qui est arrivé, c'est que les végétaliens étaient au courant étaient bien informés, étaient au courant de leurs nutriments d'intérêt et donc ont pris des suppléments de B12, par exemple, et mangeaient variés. Tandis que monsieur, madame, tout le monde, mangeurs de viande, souvent, ce pas des gens qui sont particulièrement intéressés à leur nutrition. Puis ils vont donc finir par se retrouver avec des carences ils vont rester fonctionnels, mais ils vont avoir des apports sous-optimaux de tout plein de nutriments. Cool. Ouais, merci, c'est vraiment intéressant. Pour clore la partie sur la nutrition, je ne pouvais pas ne pas parler de protéines, bien sûr, la question qui revient si souvent. Euh, donc, on voit ici la ligne noire qui montre les apports quotidiens recommandés en protéines. Puis je veux être bien clair, ce n'est pas un minimum ici. C'est vraiment la ligne noire représente ce que ça prend pour couvrir les besoins de 97% de la population. Donc, ça veut dire que la moyenne est bien en dessous de cette ligne noire. Donc, il y a beaucoup de gens qui en reçoivent, qui auraient plus de protéines en respectant ça. Puis, à droite, en Europe et au Canada et aux États-Unis, on voit qu'on consomme à peu près le double des protéines. Euh, Bref, on n'a vraiment pas à s'inquiéter d'un manque de protéines. On en mange beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on a de besoin. Tant qu'on mange assez, donc assez de calories, et qu'on mange assez varié, on n'a vraiment pas besoin de s'inquiéter de ça du tout. On devrait plutôt se concentrer sur inclure plus de fruits, de légumes et de végétaux minimalement transformés dans notre alimentation. Ça devrait être ça notre priorité, tout en limitant la malbouffe, évidemment. Donc, bref, la science de la nutrition est très complexe, comme on disait, donc les certitudes sont rares, donc ça donne lieu à des controverses. Ça explique tout le drama associé à tout plein de questions nutritionnelles qu'on voit qui font les manchettes. Euh, Éviter la malbouffe puis prioriser les végétaux, c'est vraiment les deux piliers incontestables d'une alimentation saine. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas perdre ça de vue. Puis enfin, une alimentation même 100% végétale peut être tout à fait saine. Il faut juste quelques connaissances de base. C'est vraiment pas sorcier. Chapitre 7, manger selon ses moyens. Donc ici, là, on commence la partie sur l'environnement. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a une grosse différence entre la production animale et végétale lorsqu'on regarde les ressources requises. Puis la raison, c'est parce que la production animale requiert qu'on fasse pousser plein de végétaux qu'on va donner à manger aux animaux d'élevage ensuite. Il y a une bonne partie des calories des protéines qui est perdue juste par les besoins métaboliques des animaux. Donc, c'est pour ça que les produits animaux occupent 80% à peu près de toutes nos terres cultivables, si on inclut le fourrage qu'on fait pousser pour les nourrir, mais fournissent seulement 18% des calories. Donc, il y a vraiment un impact, il y a vraiment un écart assez frappant. Et là, les gens vont souvent dire, ben là, on ne les mange pas pour les calories, les produits animaux, on les mange pour les protéines. Mais même lorsqu'on regarde les protéines, on voit que c'est seulement 37% des protéines avec 80% de nos terres cultivables. Tout ça en étant responsable de 55% des émissions de GS. Donc, il n'y a pas vraiment d'exception à la règle. Lorsqu'on consomme des végétaux directement, ça va requérir moins de terre, moins d'eau, tout en fournissant plus de calories et de protéines. Ici, on voit une comparaison de divers régimes. C'est un rapport de l'ONU qui est paru en 2019 où on regardait le bilan carbone, donc les émissions de gaz à effet de serre pour divers régimes. Donc, plus on monte vers le haut, plus les régimes sont riches en végétaux, puis moins il y a de produits animaux. Et on voit que c'est une relation assez linéaire, hein? Donc, lorsqu'on arrive en haut au régime végétalien, c'est là qu'on voit la plus grande réduction de GES. Donc, le mot d'ordre, c'est vraiment végétal d'abord. Puis,
même lorsqu'on parle de manger local ou bio, c'est moins important que de manger végétal. Puis, écoutez, c'est vraiment bien de manger local. J'encourage tout le monde à le faire. Il y a plein de bonnes raisons de le faire. Mais la réalité, c'est que le transport, c'est seulement 6 des GS du secteur agroalimentaire. Donc, un bœuf local versus des végétaux qui viennent de très loin, c'est les végétaux quand même qui vont avoir le meilleur bilan écologique. Puis même la saisonnalité est plus importante que ce soit local ou pas. Des tomates de saison qu'on fait pousser dans un autre pays qu'on fait importer ensuite vont avoir un meilleur bilan que des tomates locales, mais qu'on fait pousser hors saison parce qu'on va les faire pousser, par exemple, dans des serres qui requièrent des entrées énergétiques. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est ça que les données nous disent. Puis pour ce qui est du bio, surtout les produits animaux bio, ben, ça peut être mieux pour diverses raisons, mais ça ne va jamais, d'une part, pouvoir produire autant que l'élevage industriel, donc ce n'est pas une solution généralisable. Puis ça va occuper plus de terre par tête parce que les animaux ne sont pas condensés dans des endroits restreints comme l'élevage industriel. Puis même avec tout ça, ils vont émettre autant, voire plus de GS par tête parce qu'un bœuf de pâturage va manger de l'herbe qui contient beaucoup plus de fibres que ce qu'on donne à manger aux animaux d'élevage industriel. Donc, plus de fibres, ça veut dire plus d'irritation, plus de méthane qui est rejeté. Et les animaux de pâturage vont avoir une plus longue vie. Ils vont atteindre leur poids d'abattage moins vite, ce qui veut dire qu'ils vont vivre plus longtemps et émettre plus de méthane pendant ce temps-là. Donc, comme le constate le chercheur à droite ici, Maximilian Pieper, dans le cadre de ses études sur cette question-là, ça ne fait pas une grande différence pour les émissions de gaz à effet de serre qu'un produit animal soit biologique ou non. Chapitre 8, la dangereuse dérive de l'élevage. Donc, la dérive en question ici, c'est le fait que c'est très récent l'élevage industriel à grande échelle. Avant, c'était toujours à petite échelle, mais cette transition-là vers l'élevage industriel à grande échelle, ça vient avec énormément de problèmes environnementaux et écologiques, la déforestation mondiale étant la principale. La disparition de l'habitat de 17 000 espèces d'ici 2050 liée à l'alimentation, c'est pas rien. Puis la cause numéro 1 de la déforestation, c'est la production de bœuf. La cause numéro 2, c'est le soya, mais il y a seulement 6 de ce soya qui est consommé directement par les humains. 77 c'est du fourrage, encore une fois, pour les animaux d'élevage. Puis l'autre enjeu qui est souvent oublié, c'est les matières fécales concentrées près des fermes industrielles parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'animaux. Puis les terres ont des capacités de saturation, d'absorption de matières fécales. Donc, inévitablement, on se retrouve avec la pollution des eaux souterraines et de surface. Il y a un excès de nutriments dans les milieux aquatiques, ce qu'on appelle l'eutrophisation, qui va asphyxier les animaux marins, puis créer des zones mortes. Et ce n'est pas tout. Donc, le fait d'avoir autant de matière fécale puis des animaux dans des conditions aussi insalubres, ça veut dire que ça crée des conditions idéales, en fait, pour l'émergence et l'amplification d'épidémies, de zoonoses, les maladies transmises des animaux aux humains, comme était la COVID-19. Donc, depuis 1940, plus de la moitié des zoonoses apparues sont associées aux activités agricoles. Puis, depuis le tournant du millénaire, il y a une hausse de l'émergence et des épidémies, surtout depuis que les pays émergents commencent à adopter le modèle intensif d'élevage pour subvenir à la demande croissante en protéines animales. L'autre aspect de cet enjeu-là, c'est l'administration très libérale des antibiotiques en élevage. Et ce n'est pas juste pour guérir des animaux mal en point. La plupart du temps, en fait, c'est juste à des fins préventives pour contrer les conditions insalubres dans lesquelles les animaux se trouvent. Près de 80 des antibiotiques vont aux animaux d'élevage. Puis, les antibiotiques, c'est un médicament, plus on les utilise, plus ça accélère l'émergence de souches résistantes de bactéries, ce qu'on appelle les superbactéries, qui vont résister aux antibiotiques qu'on donne aux humains, parce que c'est la même classe d'antibiotiques qu'on donne aux humains et aux animaux. Donc, le simple fait d'utiliser des antibiotiques va tôt ou tard donner lieu à ces souches résistantes. Mais vu qu'on les utilise autant, ces souches apparaissent plus vite. Donc, l'antibiorésistance, ce n'est pas quelque chose d'hypothétique. On sait très bien que ça existe déjà. Ça tue des centaines de milliers de personnes chaque année, ce qui est considéré bien en dessous des chiffres réels parce que c'est difficile d'analyser, de comptabiliser tous les cas. Mais donc, c'est vraiment un enjeu extrêmement important dont on parle trop peu. Puis l'élevage industriel est clairement un des gros problèmes, une des grandes causes
de ça. Chapitre 9, changer de cap alimentaire. Donc là, on va prendre une perspective un peu plus large pour se poser la question, comment est-ce qu'on va faire pour combler les besoins nutritionnels de tous les humains en 2050, tout en respectant les limites environnementales de la planète? C'est la tâche à laquelle s'est attelée la commission Eat Lancet. Puis, ils en sont arrivés à une assiette ici à droite qui correspond drôlement à celle du guide alimentaire canadien. Encore une fois, c'est à 90 et plus végétal et avec très peu de produits animaux. C'est important pour moi de parler de justice climatique aussi, c'est-à-dire le fait que les pays qui ont le moins contribué au changement climatique, donc les pays en développement, sont souvent ceux qui en souffrent le plus. Et c'est vrai aussi pour la question alimentaire. Dans les pays à faible revenu, surtout les jeunes enfants, ben, ces gens-là n'ont pas accès à des supermarchés qui débordent de toutes les denrées possibles. Et dans ce cas-là, c'est vraiment avantageux de manger des produits animaux pour couvrir ses besoins nutritionnels. Donc, ça veut juste dire que c'est d'autant plus notre responsabilité dans les pays à revenus élevés, comme le Québec, de réduire aussi rapidement que possible notre consommation de produits animaux parce que c'est nous qui en mangeons clairement le plus, comme on a vu dans le graphique de protéines un petit peu plus tôt. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour y arriver? Ben, ça va prendre beaucoup de solutions différentes. C'est sûr qu'individuellement, on peut faire une différence. Puis moi, je suis toujours le premier à dire que les individus peuvent faire une différence. Puis que moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai fait mes recherches, c'est que j'ai réalisé que juste en tendant vers une alimentation végétale, c'est le geste le plus accessible et parmi les plus puissants que je peux poser pour lutter concrètement contre la crise écologique. On se sent tellement impuissant, pourquoi pas utiliser ce levier puis faire ce qu'on peut. Mais il faut aussi être réaliste puis comprendre que ça va prendre des solutions politiques. C'est pour ça que j'ai cofondé Transition alimentaire Québec, parce que je veux faire avancer les choses sur ce plan. Il y a beaucoup de possibilités. On peut s'imaginer des nouvelles stratégies pour les subventions. Donc, un peu plus de fonds pourraient aller aux fruits, aux légumes, aux végétaux, puis un petit peu moins vers les produits animaux. Le Danemark va instaurer une taxe sur la viande. Donc, on pourrait emboîter le pas. Plus d'efforts de conscientisation pour vulgariser les connaissances scientifiques auprès du grand public, accompagner nos agriculteurs pour que personne ne soit laissé derrière, outiller nos restaurateurs pour qu'ils puissent créer des menus intéressants à base de plantes. Puis technologiquement parlant, l'agriculture cellulaire, c'est-à-dire la viande in vitro de laboratoire, ça aussi, c'est quelque chose d'assez prometteur dont on va entendre parler beaucoup dans les 5 à 10 prochaines années. Donc, c'est ce qui clôt la partie sur l'environnement. Donc, en bref, la culture de végétaux est presque toujours plus écologique que la production animale, même locale et biologique. L'élevage intensif présente des dangers très importants, comme la perte de biodiversité, les pandémies et l'antibiorésistance. Puis enfin, l'humanité doit vraiment changer de cap vers une alimentation plus végétale, d'abord et avant tout dans les pays industrialisés comme le Québec. Chapitre 10, nos amis les animaux. Donc, la dernière partie porte sur l'éthique animale. Puis, ben, les sciences animales nous le confirment. Je pense qu'on le sait tous un petit peu intuitivement aussi, que les animaux ressentent la douleur comme nous. Ça s'appelle la nociception. N'importe qui a eu un chien ou un chat sait qu'il y a quelque chose de très... on peut s'identifier à cette douleur-là lorsque nos animaux la ressentent. Ils font l'expérience d'émotions complexes aussi, s'organisent en structure sociale, en nature. Puis si on regarde plus spécifiquement les animaux de l'élevage intensif, on sait qu'ils sont intelligents, émotifs, sociaux, mais ils vivent dans des conditions d'entassement extrêmes où ils ne peuvent pas exprimer leur comportement naturel. Ils subissent des mutilations pour, ironiquement, les empêcher de s'entremutiler à cause de ces conditions affolantes-là. Puis, ben, ce qui est dommage aussi, c'est qu'il y a très peu de recherches sur l'efficacité des séquelles de ces conditions industrielles-là. Neuroscientifiquement parlant, c'est assez clair. Ça fait consensus que les animaux non humains possèdent les substrats des états conscients. C'était le cas, c'est ce qu'on dit un grand groupe de chercheurs éminents en signant la déclaration de Cambridge sur la conscience en 2012.
Et la Déclaration de Montréal sur l'exploitation animale a rassemblé plus de 500 chercheurs en éthique qui se sont entendus pour dire que de traiter les animaux comme des choses ou des marchandises, ben, c'est injuste et moralement indéfendable. Puis donc, il y a même un semblant de consensus en éthique, un domaine où c'est assez rare de voir quelque chose comme ça. La question qui revient souvent lorsqu'on parle d'éthique animale, c'est oui, mais les fermettes, c'est quand même, c'est quand même quelque chose de bien en harmonie avec la nature où les animaux sont bien traités. Puis, on peut avoir des discussions super intéressantes sur ça. C'est sûr que c'est mieux, oui, qu'une ferme industrielle. Je pense que c'est difficile de nier ça. Mais je trouve ça important de rappeler, de garder un sens de la perspective. Plus de 90% des animaux d'élevage au monde vivent dans des conditions industrielles. Puis dans des pays industrialisés comme les États-Unis, c'est 99%. Donc, la fermette, c'est une rare exception à la règle industrielle. Puis si on veut miser sur ça, ben, tant mieux, faisons-le, mais gardons en tête que ça va vraiment toujours aller de pair avec une nette réduction de la consommation parce que les fermettes ne vont jamais pouvoir produire assez pour que tout le monde mange les mêmes quantités de produits animaux qu'on mange aujourd'hui. Chapitre 11, qui se ressemblent, se disputent. Donc là, ici, on parle un peu plus de psychologie. La ressemblance que j'évoque, c'est le fait que ben, on est plus ou moins tous d'accord pour dire que les animaux ne devraient pas souffrir inutilement. Mais on vit souvent avec un conflit de valeurs où le plaisir gustatif, les habitudes, les traditions entrent en jeu. Puis lorsqu'il y a une incohérence entre une croyance et un comportement, ça crée un inconfort psychologique qu'on appelle la dissonance cognitive. Puis la dissonance cognitive va être exacerbée par la présence de gens qui partagent les mêmes valeurs, mais sont prêts à aller plus loin pour vivre en accord avec ces valeurs-là. Et c'est pour ça que les véganes, les végétariens vont souvent susciter de la végéphobie juste en étant présents puis en refusant de manger les mêmes produits que les autres. Donc ça donne un petit peu de contexte psychologique aux tensions qu'on peut parfois voir entre les groupes. Un autre aspect psychologique que j'ai trouvé intéressant, c'est les recherches sur la compassion. Les études de Paul Slovic, surtout, montrent que la compassion est inversement liée au nombre de victimes. C'est-à-dire que plus il y a de victimes, moins on a de compassion parce que notre attention est un peu fragmentée. Puis même lorsqu'on passe d'une victime à deux, donc Slovic a fait une expérience avec deux groupes. Le premier, on leur montre un enfant dans le besoin, le deuxième groupe, deux enfants dans le besoin. Puis l'enfant seul occasionne toujours plus de dons en argent que les deux enfants. Donc c'est exactement le contraire d'une réaction vertueuse. Puis la compassion a aussi été inversement liée à l'ampleur du défi. Donc, autre expérience de Slovic, deux groupes, encore une fois. D'un côté, on a une image d'un enfant qui a faim. De l'autre côté, la même image, mais avec des statistiques sur la malnutrition et la faim dans le monde. Et là, avec les statistiques, toujours moins de dons parce qu'on a l'impression que notre don ne va pas faire une grande différence. Donc, c'est une perception de ce que Slovic appelle la pseudo-inefficacité. Donc, c'est vraiment très intéressant. Puis l'idée ici, c'est juste de dire que nos intuitions morales, même avec les humains, ne sont vraiment pas aussi aiguisées qu'on le croit, puis que l'empathie, ce n'est pas nécessairement la bonne boussole morale qu'on penserait qu'elle pourrait être. Donc, on vit dans un monde complexe. Et c'est ça, on vit dans un monde complexe qui exige une compassion un petit peu plus rationnelle. C'est pour ça que je suis un gros fan du mouvement de l'altruisme efficace qui nous invite essentiellement à conjuguer le cœur et la tête. On veut tous, on a une volonté de faire le bien dans le monde, mais au-delà de l'empathie qui est très instinctive et empathique et biaisée vers les gens comme nous, on devrait plutôt laisser la raison, les données, les preuves orienter nos efforts. À droite ici, j'ai listé deux organismes qui vont évaluer les organismes caritatifs différents. Animal Charity Evaluators le fait pour les animaux. RC Forward le fait pour la pauvreté extrême pour les humains. Mais bref, l'idée, c'est qu'on veut avoir un maximum d'impact pour chaque dollar offert. Donc, je vous encourage à explorer ces avenues-là pour vraiment faire la plus grande différence que vous pouvez le faire. Chapitre 12, élargir le cercle. Donc, on va clore la présentation avec une petite diapositive ici pour juste contextualiser tout le chemin qu'on a fait en tant qu'être humain
l'élargissement du cercle de considération morale, c'est un concept qui a été formulé par l'historien William Leakey, popularisé ensuite par Peter Singer, le philosophe australien. Puis, ça montre que c'est une étape à la fois, c'est un processus lent et progressif qu'on a commencé à inclure de plus en plus de gens dans notre cercle d'appartenance. Et puis, pour moi, c'est vraiment la suite logique aussi, comme le croyait Lecky, d'inclure les animaux ensuite. Donc, on a encore il y a encore du travail à faire. Le sexisme et le racisme, ce n'est pas quelque chose qui est disparu, mais on a fait beaucoup, beaucoup de progrès. Puis la prochaine étape, c'est d'inclure plus les animaux dans notre cercle de considération, tout simplement. Donc, je pense que même si la science et la raison ne suffisent pas, puis que les normes et les traditions nous prédisposent à résister, les nouvelles technologies et législations qu'on voit venir pourraient vraiment nous permettre d'atteindre un point de bascule culturel nécessaire pour qu'on puisse aller ensemble dans la bonne direction. Donc, ouais, je trouve ça vraiment inspirant, puis j'espère que ça vous donne envie de faire partie de cette évolution-là. Donc, en bref, pour la dernière fois, sur le plan éthique, les animaux sont dignes d'une plus grande considération morale de notre part. Côté psychologique, on a vu que le véganisme incarne en fait des valeurs qu'on prône tous déjà, puis que c'est exactement pour ça que ça provoque des réactions aussi fortes. Puis enfin, l'éthique animale, selon moi, s'annonce vraiment comme la suite logique de notre évolution morale collective, puis on devrait tous essayer de faire partie de cette évolution-là dans la mesure où on se sent capable de le faire. Donc, c'est ce qui termine la présentation. Merci beaucoup de votre attention. Je vous invite à prendre contact avec moi par courriel si vous avez des questions, des commentaires, s'il y a des références que vous aimeriez avoir. Comme je disais au début, là, gênez-vous surtout pas, ça me fait plaisir de partager ce que j'ai pu trouver pendant mes plusieurs années de recherche sur la question. Comme vous pouvez le voir, je suis très passionné par tout ça, puis ça me fait plaisir d'échanger avec les gens. C'est très beau de voir ta passion, Martin. Ah, puis si, pour ceux qui sont encore avec nous, si jamais vous avez apprécié, ben, je suis sûr que tout le monde a apprécié ton webinaire, Martin, c'était très beau. Félicitations. Très intéressant. Pour ceux qui nous écoutent encore, si jamais vous avez des idées pour nous d'autres webinaires que vous aimeriez voir passer, des sujets qui vous interpellent, des questions des fois qu'on vous pose, que vous ne savez pas quoi répondre, ben, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions. On a mis notre adresse courriel en bas de la présentation, info@transitionalimentaire.org. Ben, n'hésitez pas soit à nous contacter par courriel ou par nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc, bref, c'est cela. Je vais arrêter de partager mon écran. Puis, Martin, avais-tu des dernières pensées à partager? Non, là, je pense que j'ai couvert énormément de matière. Donc, je n'ai pas, j'ai pas de Ouais, commentaires supplémentaires à ce stade-ci. Et toi, est-ce que tu as une question? Est-ce qu'il y a une partie de la présentation en particulier qui t'a interpellé? ben, il y a une question qui m'est venue, c'était plus au début, ça concernait le lactose. Tu disais que, je crois, un tiers à peu près de la population mondiale est capable d'ingérer du lactose, qui Mhm, est tolérant au lactose. Moi, c'est intéressant parce que j'ai été des deux côtés. Je suis né tolérant au lactose, puis l'année passée, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je suis devenu intolérant au lactose. Je l'ai réalisé en mangeant ma première crème glacée de l'été. Fait que je me demandais, ben, je sais pas si tu as la réponse en fait, mais est-ce que le fait que je redevienne intolérant au lactose, ça implique un peu que on n'est pas tant censé être capable d'en manger? mhm. Ben, tu sais, j'irais pas jusqu'à dire ça personnellement. Là. Je pense que c'est des cas particuliers. Tu sais, chaque personne a une tolérance qui a été, encore une fois, tu sais, héritée. Tu sais, c'est transmis d'une génération à l'autre. Euh, mais oui, deux tiers de la population est intolérant au lactose, mais intolérant au lactose, ça peut être une gamme très variée de symptômes et d'intensité de symptômes. Donc, il y a des pays asiatiques Mhm. où 90% et plus de la population est intolérante, mais la très forte majorité de ces gens-là qui sont intolérants ont des symptômes minimes, puis trouvent que ça vaut la peine de manger des produits laitiers
et de subir les symptômes en question. Il y a également des tablettes qu'on peut prendre pour contrer les symptômes. Euh, donc, Oui, donc, c'est ça. Mais la raison pour laquelle j'ai évoqué ça, c'est parce que le concept de naturalité, c'est pas juste les gens qui disent que c'est naturel de manger la viande, c'est aussi des véganes parfois qui vont dire c'est pas naturel de manger des produits laitiers, de boire du lait de vache, de boire le lait d'une autre espèce. Puis le point là où je veux en venir, c'est comme c'est à ce moment-là, c'était pas important que ce soit naturel ou pas, c'était comme est-ce que ça nous permettait de mieux survivre, est-ce que les circonstances s'y prêtaient, est-ce que c'était avantageux? C'est juste ça qui comptait. Donc, c'est pas ça la question. Le concept de naturalité au complet, ça vaut même pas la peine d'en parler parce que c'est tellement plus, c'est caduque, c'est plus pertinent de discuter de ça au 21e siècle parce que qu'est-ce qui est naturel? Est-ce que c'est naturel de prendre ouais. l'avion? Est-ce que c'est naturel d'aller au cinéma? Est-ce que c'est naturel juste d'aller à un supermarché? Donc, c'est un peu, il y a même en philosophie un terme pour ce sophisme-là, ce qui s'appelle le paralogisme naturaliste, the appeal to nature fallacy. Donc, mon point, c'est justement que des deux côtés, on se sorte un peu de cet argument-là, puis de plutôt se concentrer sur qu'est-ce que les données scientifiques nous disent sur les enjeux qui sont vraiment importants. C'est drôle que tu parles de ça parce que récemment, j'ai eu une discussion avec un proche. On parlait de justement viande in vitro, là, viande qui est poussée dans un lab, je pense que ça s'appelle viande cellulaire. Viande propre, c'est le Euh, terme qu'ils aiment utiliser pour dire, comme les énergies propres, c'est mieux pour l'environnement. Viande propre, c'est le terme que le mouvement aime utiliser. ah ouais, Ouais, viande. Ah bon, ouais, j'en apprends tous les jours. Viande propre. ouais. Bon, on parlait de viande propre et justement, il me disait, ouais, mais tu sais, c'est pas naturel, c'est synthétique, ça vient d'un laboratoire. Puis moi, je trouvais ça drôle parce que j'étais comme, tu compares ça à quoi? Tu compares ça à de la viande industrielle? Parce que ça aussi, il y a un argument qui pourrait être fait que c'est pas naturel. Euh, tu vois Mhm. ce que je veux dire? Exactement, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est naturel ou pas. Puis aussi, tu sais, qu'est-ce qui n'a pas été fait en laboratoire? Les melons d'eau sans pépins, Hum. ça a été un peu créé en laboratoire en quelque sorte. Puis la bière, c'est brassée dans un laboratoire. Il y a des gens en sarreau qui sont là puis qui font brasser de la bière. Donc, c'est ça. C'est instinctif, cette idée de la viande, mais en fait, c'est tellement salubre dans un laboratoire. Puis on peut jouer aussi avec les cellules pour réduire les gras saturés, par exemple. Donc, il y a beaucoup de possibilités intéressantes. Il faut juste s'assurer que ça ne va pas émettre autant de CO2 parce que les laboratoires, ça peut être assez émetteur. Donc, il faut que ça vaille la peine, en quelque sorte, de ce côté-là. Puis le gros défi, bien sûr, c'est de scale up la production, c'est-à-dire que la production puisse commencer à être assez élevée pour remplacer l'élevage industriel. C'est vraiment ça le défi. C'est d'un côté, on encourage les gens à réduire leur consommation, puis de l'autre côté, on essaie de trouver des moyens de produire plus de protéines animales, c'est soit des facsimilés comme les Beyond Meat de ce monde, ou soit la vraie chose, moléculairement parlant, en laboratoire. Puis c'est ça, des deux côtés, on va espérer en arriver à une nette réduction des GS du système agroalimentaire. Parfait, j'ai hâte qu'on y arrive. All right, Ouais, ben je crois que ça fait la conclusion de notre webinaire. Donc, ouais, on tient à remercier tout le monde qui nous ont regardés aujourd'hui. Puis, c'est ça. Suivez-nous sur nos réseaux pour rester au courant des ouais, prochains webinaires à venir. ouais. Merci beaucoup, Yes. Victor. Ben, merci à toi, Martin. À la prochaine. Merci. Salut.